Alors, t'as raison, je suis judoka, mais le judo est un sport de combat, mais c'est un sport non violent, parce qu'on utilise la force de l'adversaire. Donc on va faire ça en souplesse. Rassure-toi, Guillaume. Et Léon, détends-toi, détends-toi. Sinon, on va en parler après. Alors, je suis très content de faire ce dissensus avec un ami suisse et parler de ce sujet que je trouve absolument passionnant. Alors, je suis pour la fissurectomie parce que d'abord, je suis contre la sphinctérotomie. Je suis contre la sphinctérotomie parce que je suis contre un geste qui déforme le canal anal, par principe. Je suis contre un geste qui consiste à couper un muscle qu'on s'acharne à ne plus couper, par exemple, dans le traitement des fistules anales. Voilà, donc ça, c'est juste une approche intellectuelle. En plus, la sphinctérotomie, j'ai bien compris en quoi ça consistait, mais c'est un geste qui est pas standardisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a différentes techniques, différentes façons de procéder. Il y a la technique ouverte, il y a la technique fermée. Et puis, il y a la hauteur. Il y a la hauteur de la section. Et je me souviens quand j'étais interne, donc c'était supposé être le gold standard. C'était un geste qui était clairement établi. On coupait jusqu'à la ligne pectinée. Et puis maintenant, on coupe plus jusqu'à la ligne pectinée. Pourtant, on parle du même geste. Et maintenant, on s'aligne sur la hauteur de la fissure. Bon. Donc, je suis un peu étonné par toutes ces disparités techniques qui me rassurent pas. Et d'ailleurs, au dernier congrès de l'European Society of Coloproctology à Vilnius, il y avait un poster dédié sur ces disparités techniques qui montre bien que je suis pas le seul à m'interroger. Alors, je sais ce que tu vas me dire, hein, Guillaume. C'est pas la peine que tu fasses ton topo après. Je sais déjà ce que tu vas me dire. Tu vas me dire c'est le gold standard, y compris en Suisse, parce que maintenant tu rajoutes toujours ça, c'est normal. Alors, il y a les recommandations des Italiens qui viennent de paraître, mais les Italiens, c'est nos amis, ils sont comme nous. Je t'en parle même pas. Il y a les recommandations des Britanniques. Elles viennent de sortir en ligne. Alors c'est intéressant parce que le gold standard, c'est eux qui utilisent ce mot-là, hein, avec Phil Tozer. Alors j'ai regardé. J'ai lu dans le détail. Alors, recommandation 14, la sphinctérotomie chez la femme, prudence. C'est la moitié de la population, hein, moitié de la population. On parle d'un gold standard. Chez les enfants, niet, pas de sphinctérotomie. Alors déjà, on est à plus de la moitié de la population. Et puis, ce qui est intéressant d'ailleurs dans ces recommandations, ils ont abordé le cas particulier des patients, hommes ou femmes, qui ont des rapports anaux, où là, ils recommandent également d'éviter la sphinctérotomie. Donc, on est sur un gold standard qu'il faut pas faire chez plus de la moitié de la population. Bon, on peut discuter, hein, mais je trouve ça un peu étonnant. Et puis surtout, et c'est ça le problème, et c'est ce autour de quoi on va tourner, il y a un risque d'incontinence, cette technique-là, c'est pas contestable, on est bien d'accord. Et là, j'ai pris une revue de la littérature, mais il y en a pas mal. Hein. Là, c'est pas en cache-garde, donc on peut pas le taxer de pas connaître la question. Il a regardé et on voit, on a un taux de troubles de la continence qui oscille entre 6 et 15%. Enfin, moi, personnellement, je trouve ça considérable. Et d'ailleurs, dans cette revue de littérature, l'auteur considérait que c'était un risque qui était significatif, que probablement ce risque était sous-estimé par les patients parce qu'ils n'avaient pas vraiment forcément envie d'en parler, mais également par les opérateurs parce qu'on n'est pas toujours très très fiers d'avoir des troubles de l'incontinence après avoir sectionné un muscle. Et dans sa conclusion, il remettait en question la pertinence de cette approche chirurgicale de la fissure anale. Et puis si on regarde, alors on va revenir à la France, si on regarde les fiches d'information de notre maître à tous, le professeur Juguet, lui-même, qui nous fait des fiches remarquables, qui sont pour nous largement diffusées, dans sa fiche, 20% de troubles d'incontinence, 20%. Alors moi, j'ai pas de fissure anale parce que je suis plus détendu que Léon, mais si un jour j'ai une fissure anale et qu'on me propose 20% de troubles d'incontinence après une sphinctérotomie latérale interne, moi je refuse. Moi je vais à Saint-Joseph, direct, tu vois, bon, que ce soit clair. Alors tu vas dire, oui, mais c'est des troubles minimes, t'exagères, tu forces le trait, etc. Il n'y a pas de petite incontinence. Dans ton boulot, dans le mien, les enseignants, les avocats, mais pas que, les grands-parents avec leurs petits-enfants, tu peux pas te permettre d'avoir des troubles de l'incontinence. Donc, les fuites de gaz, c'est un réel problème. Et puis, bon, je suis pour la fissurectomie. Je vais te dire pourquoi. Je suis pour la fissurectomie parce que d'abord, ça permet de réséquer des annexes et parfois, c'est quand même utile. Voilà. Hein, ça, c'est quand même clair. La deuxième chose, c'est que ça marche la fissurectomie. Alors ça, c'est une petite série qu'on avait faite avec Jean-David, mais là, on a une série française multicentrique, 100% de cicatrisation. Ça, c'est
Ça, c'est une série qu'on a faite à Saint-Joseph, toute récente. Alors, l'idée de ce travail, c'était pas d'évaluer l'efficacité de la technique de la fissurectomie, c'était de voir si l'anoplastie apportait quelque chose. Mais au passage, on avait 94% de cicatrisation, donc ça marche. Et entre parenthèses, l'anoplastie apportait rien dans notre travail. Bon, ça, c'est une petite digression. Alors, tu vas dire, oui, mais tu traites pas l'hypertonie anale de repos. Et c'est le problème central dans la physiopathologie de la fissure. C'est pas exact. C'est pas exact, parce que quand on fait une fissurectomie, on dilate. Si tu l'as fait au fissurectomie, si tu l'as fait au bistouri, ce qui est mon cas, tu vas sans doute sectionner quelques fibres du sphincter interne, et ça va avoir un impact sur le tonus anal de repos. Et là, j'ai pris une étude italienne, et on voit que le tonus anal de repos, après la fissurectomie, il diminue avec le temps. Donc on agit sur le tonus. Alors là, je sens que tu es embarrassé, mais je t'assure que tu n'es pas obligé de faire ton topo. Hein. Tu vas me dire, oui, mais ça marche forcément moins bien. Je connais tes arguments solides. Alors, il y a des études comparatives. Il y a des études comparatives. Moi, je ne dis pas ce que je pense, je te reprends la littérature. Hein, d'accord ? Je n'ai pas d'avis que ce soit clair. Là, la littérature, il n'y a pas beaucoup d'études, il faut reconnaître. Mais enfin, voilà. Le taux d'échec des deux techniques, il est exactement comparable. Ça marche pareil. Par contre, si tu regardes le taux de l'incontinence, alors là, c'est la grande lachade. La sphinctérotomie latérale interne, c'est là où là, t'es tranquille. Les malades, ils vont revenir te voir. Alors tu vas dire, oui, mais quand même, t'es bien gentil, là, ton petit biseau électrique, ton dilatateur, mais il y a quand même un peu de contracture résiduelle et donc t'as plus de récidive. Et tu vas me coincer sur ça, je te vois venir. Alors, c'est vrai. Il y a sans doute davantage de récidive, mais tu as le droit de faire une fissurectomie et d'y associer une sphinctérotomie chimique. Voilà. Alors, et ça a été largement fait. Donc, Dominique nous a parlé des dérivés nitrés, il nous a parlé des inhibiteurs calciques. Et nous, ce qu'on fait dans le service, c'est des injections de toxines botuliques, même si Élise a bien fait remarquer qu'on n'est pas d'accord sur la quantité à injecter, sur le site à injecter, etc. Mais on injecte de la toxine botulique après la fissurectomie pour précisément diminuer ce tonus sphinctérien qui est excessif et donc agir sur toutes les composantes. Et en l'occurrence, dans la littérature, on a plein de papiers. Et là, je t'ai pris un papier au hasard, c'est un papier espagnol, et regardez les patients qui faisaient une fissurectomie seule versus ceux qui avaient une fissurectomie avec une sphinctérotomie chimique, donc sous la forme d'injection de toxines botuliques, et la douleur, elle était significativement davantage améliorée dans le seul groupe des patients qui avaient l'association des deux. Et puis, ce qui est intéressant, je reviens aux recommandations des Britanniques, le gold standard, là. C'est la recommandation 12. Pour eux, la fissurectomie avec injection de toxines botuliques, c'est une alternative intéressante. Ça vient des anglo-saxons, quand même. C'est quand même un sacré retournement de situation. Donc, tout ça pour dire que moi, je défends l'exception française de la fissurectomie simple, parce que c'est aussi efficace que la sphinctérotomie sans l'inconvénient des séquelles. Et juste pour finir, parce que tu es un intellectuel et c'est pour ça qu'on t'aime bien. Le changement de paradigme en médecine, c'est une constante chez nous. Et faut pas mal le prendre. C'est une façon pour nous d'innover et de progresser. Voilà, c'était mon point de vue. Voilà. Je vous remercie de votre attention.